Bonjour chers élèves, c'est Neila Dgheni Ben Salem. Avec vous aujourd'hui, je vais traiter le thème génétique humaine, qui est normalement le dernier thème qui doit être traité dans le 3e trimestre de notre année scolaire. C'est une séance qui va porter sur ce thème. C'est nouveau pour vous, pour les 4e maths, mais c'est une occasion pour les élèves 4e sciences aussi, pour réviser ce thème. Dans notre cours aujourd'hui, on va traiter surtout les points suivants. D'abord, on va partir d'un rappel pour quelques notions de génétique étudiées dans les années précédentes. Aussi, on va traiter les difficultés que la génétique humaine présente pour les expérimentateurs. Dans la génétique humaine, comment on étudie la transmission de quelques maladies héréditaires. Et l'étude des transmissions des maladies héréditaires va nous permettre de diagnostiquer ces maladies d'une manière précoce chez le fœtus, et c'est l'objectif du diagnostic prénatal. On va partir de quelques rappels d'abord, de quelques notions de génétique étudiées dans les années précédentes. Un caractère héréditaire, les caractères héréditaires qui se transmettent, les caractères qui se transmettent des parents aux descendants à travers les générations sont qualifiés, bien sûr, de caractères héréditaires. Un caractère héréditaire se manifeste par un ou plusieurs formes d'expression, par 2 ou plusieurs formes d'expression. Ces formes d'expression sont qualifiées de phénotypes. Vous vous rappelez bien sûr de ce terme. Tout caractère héréditaire est contrôlé par un ou plusieurs, bien sûr, gènes. Et le gène, bien sûr, est formé par un couple d'allèles, puisqu'on est chez les individus diploïdes. Les allèles du même gène, un allèle dans un gène, ce n'est qu'une séquence d'ADN dont l'expression se déroule en 2 étapes. Les étapes de l'expression de l'information génétique qu'on a étudiées avant, bien sûr, sont 2 étapes. D'abord, l'ADN est transcrit dans le noyau pour donner une molécule d'ARN. Cette molécule d'ARN est traduite dans le cytoplasme en protéines. L'ADN comporte bien sûr les allèles, donc responsables du génotype de l'individu, alors que la protéine, c'est elle qui est responsable du phénotype de l'individu. Donc elle va nous donner l'expression de génotype. Les allèles du gène. On parle d'allèle dominant lorsque l'allèle, ou lorsque cette version du gène s'exprime toujours au niveau du phénotype. Et elle est souvent notée par une lettre majuscule. On utilise souvent une lettre majuscule pour représenter un allèle dominant. Un allèle récessif, par contre, est une version du gène qui ne s'exprime en phénotype, sous forme de phénotype, que lorsqu'il est présent en 2 exemplaires. Et il est représenté souvent par une lettre minuscule. Lorsque, bien sûr, chez les individus diploïdes, on possède de chaque chromosome, on a 2 exemplaires. Donc, chez les diploïdes, il y a toujours des chromosomes homologues. Sur un chromosome homologue, lorsque sur les 2 chromosomes homologues, l'un chromosome, bien sûr, hérité du parent, du père, l'autre hérité de la mère, les 2 chromosomes homologues portent la même version du gène, portent l'allèle petit a. Dans ce cas, le génotype de l'individu s'écrit petit a sur petit a. Et puisqu'il ne s'agit que de l'allèle petit a, automatiquement, le phénotype, c'est l'allèle petit a qui s'exprime. Dans le cas où les, bien sûr, chromosomes homologues portent la version du gène grand A, ou l'allèle grand A. Dans ce cas, le génotype de l'individu s'écrit grand A sur grand A. Le phénotype, la forme qui s'exprime, c'est automatiquement grand A. Et dans les 2 cas, puisque les 2 individus portent les 2 allèles identiques sur leur chromosome homologue, on les qualifie d'homozygotes. Dans le cas où l'individu porte sur ses chromosomes homologues les 2 versions du gène, il a hérité d'un parent la version grand A et il a hérité de l'autre parent la version petit a. Dans ce cas, le génotype va pouvoir, bien sûr, présenter les 2 versions. Le génotype, ce n'est qu'une combinaison des allèles qui existent chez l'individu. Donc, le génotype, dans ce cas, va s'écrire, bien sûr, grand A sur petit a. Et puisqu'on a représenté l'allèle grand A avec une lettre majuscule, donc cet allèle, normalement, c'est l'allèle dominant. Et dans ce cas, le phénotype sera grand A. Ces individus qui possèdent à la fois les 2 allèles grand A et petit a en même temps dans leur génotype sont qualifiés d'hétérozygotes, puisqu'ils possèdent donc les 2 allèles. Voilà donc pour ces petits rappels, pour bien sûr vous rafraîchir un peu la mémoire sur certains termes en génétique.
Appliqué à la génétique humaine, donc, il y a des difficultés. On se rencontre avec des difficultés. Les généticiens donc, se heurtent à des difficultés en génétique humaine. Les principales difficultés qu'on peut trouver en génétique humaine. D'abord, le généticien se heurte à de nombreuses difficultés pour étudier l'hérédité. La première, la méthode des croisements dirigés est impossible. L'homme, en aucun cas, ne peut être considéré comme matériel expérimental. Aussi, une deuxième difficulté, la faible fécondité, la longue durée de la grossesse et celle qui sépare les deux générations rendent presque impossible l'application des lois statistiques étudiées en génétique formelle. Une autre difficulté, le nombre de chromosomes est très élevé. Avec une formule chromosomique de 2n égale à 46, le nombre de combinaisons possibles lors de la formation des gamètes, lors de la rencontre des gamètes, méiose et fécondation, donc rend presque impossible, bien sûr, l'étude de la transmission des caractères chez l'espèce humaine. Donc, en génétique humaine, bien sûr, l'étude de la transmission des caractères héréditaires. En génétique humaine, la génétique conserve toutes ses normes lorsqu'elle est appliquée à la génétique humaine, mais cependant, les difficultés expérimentales vont imposer de nouvelles méthodes de raisonnement. En génétique humaine, l'étude de la transmission des maladies héréditaires est basée surtout sur, d'abord, l'analyse des arbres généalogiques. Et on verra par la suite dans les diapos suivantes qu'est-ce qu'un arbre généalogique et comment on représente un arbre généalogique. L'analyse des karyotypes et aussi les nouvelles techniques de biologie moléculaire, à savoir l'analyse de l'ADN et des protéines. L'arbre généalogique, qu'est-ce qu'un arbre généalogique? L'arbre généalogique, c'est une représentation qui, bien sûr, utilise des formes conventionnelles et qui permet de représenter les parents et les descendants. Les formes utilisées dans la représentation des arbres généalogiques, le carré qui représente un homme et le cercle pour représenter la femme. On peut les représenter, bien sûr, sous forme vide ou hachurée quand il s'agit de personnes atteintes de certaines maladies héréditaires. Le couple, parents-descendants, les jumeaux, les zygotes. Vous trouvez tous ces symboles, bien sûr, sur votre manuel scolaire et vous pouvez bien sûr, vous aurez plus de temps de regarder bien ces détails. L'arbre généalogique, bien sûr, représente les individus et la technique d'identification des individus dans l'arbre généalogique consiste d'abord à identifier la génération à laquelle appartient l'individu. Est-ce qu'il appartient à la première génération, deuxième génération, et son ordre dans la génération 1, 1. Par exemple, ici, je qualifie cet homme avec 1, 1. Donc, il appartient à la première génération et il porte le numéro 1. La femme, 1, 2, elle appartient à la première génération, elle porte le numéro 2. On symbolise aussi le mariage consanguin au niveau de la représentation de l'arbre généalogique. Donc, aussi, pour étudier la génétique humaine, on a recours parfois à l'analyse des karyotypes. Le karyotype humain, vous le connaissez tous, donc c'est un ensemble de chromosomes, de 46 chromosomes représentés. Et bien sûr, vous voyez tous que notre formule chromosomique qui est de 2n égale à 46, elle diffère de l'homme, entre l'homme et la femme seulement par la paire de chromosomes sexuels. Chez l'homme, les 44 autosomes avec lesquels il y a les chromosomes, bien sûr, la paire de chromosomes sexuels XY. Chez la femme, 44 autosomes avec la paire de chromosomes sexuels XX. La troisième technique qui va nous permettre aussi, qui va nous aider à résoudre certains problèmes en génétique humaine, c'est la technique de la biologie moléculaire. Cette technique de biologie moléculaire, on va la suivre ensemble dans cette vidéo. Une des premières maladies moléculaires élucidées, la drépanocytose, est de par le monde un important problème de santé publique. Cette maladie est fréquente en Afrique. Songez que dans certaines régions, 4% de la population est touchée et que l'on compte 33% de porteurs sains capables de transmettre la maladie. La drépanocytose atteint les globules rouges. Normalement, les hématies en se déformant se frayent un chemin dans les plus fins capillaires et apportent l'oxygène aux territoires les plus reculés de nos organes. Chez les sujets sains, les hématies sont des disques biconcaves. Chez les malades, l'hémoglobine anormale se polymérise en longues baguettes qui déforment les hématies, celles-ci adoptent des figures en faucilles, se bloquent dans les capillaires et ne jouent plus leur rôle d'approvisionnement des tissus en oxygène. Pour détecter les hémoglobines anormales, on prélève des échantillons de sang.
chaque prélèvement est homogénéisé puis centrifugé de manière à recueillir les globules rouges. Quelques microlitres de ces globules sont mélangés à une solution qui provoque leur éclatement et libère l'hémoglobine qu'ils contenaient. La technique d'électrophorèse permet d'identifier les hémoglobines anormales. On prépare la plaque qui supporte le gel dans lequel se fera la migration des protéines. Les prélèvements déposés sur cette bandelette correspondent à 4 sujets différents. La bandelette est mise au contact du gel et les électrodes sont mises sous tension. Dans cette technique, on associe un champ électrique qui provoque la migration des hémoglobines en fonction de leur charge et un gradient de pH qui permet leur focalisation en fonction de leur point isoélectrique. Les hémoglobines se déplacent dans le champ vers le pôle positif. L'hémoglobine normale, désignée par A, est celle qui migre le plus loin. L'hémoglobine anormale, désignée par S, migre moins loin. Cette différence de migration traduit une différence dans la composition en acides aminés des 2 hémoglobines. À la fin de l'opération, le gel est retiré et fixé pour être interprété. Le premier sujet, à gauche, ne possède que l'hémoglobine A, il est homozygote. Les 2 suivants sont hétérozygotes. Ils possèdent un exemplaire du gène normal A et un exemplaire de l'allèle S, responsable de la synthèse de l'hémoglobine S. Le dernier à droite a reçu de chacun de ses parents l'allèle S, il est homozygote et présente la maladie. On retourne donc à notre cours pour répondre à une question très importante. Comment on détermine le mode de transmission ou le déterminisme génétique de certaines anomalies héréditaires? Donc, pour répondre à cette question, le déterminisme génétique des maladies héréditaires, ça consiste essentiellement à trouver le mode de transmission. Et pour trouver le mode de transmission d'une maladie héréditaire, on doit répondre à 2 questions importantes. La première, c'est la détermination de la localisation, d'abord la dominance plutôt, la dominance de l'allèle de l'anomalie, donc la relation de dominance entre l'allèle de l'anomalie et l'allèle normal. L'allèle de l'anomalie est-il dominant ou récessif? Deuxième question aussi importante, c'est de déterminer la localisation de l'allèle de l'anomalie. L'allèle de l'anomalie ici, est-ce qu'il est porté par un chromosome autosomal, par un autosome, ou par un chromosome sexuel, X ou Y? Donc, pour toute maladie héréditaire, la question, les 2 questions importantes dans le mode de transmission, le déterminisme génétique, consiste à déterminer la dominance, la relation de dominance et la localisation de l'allèle de cette maladie. Bien. On va prendre un premier exemple, cas d'une anomalie héréditaire, l'albinisme. L'albinisme est une anomalie qui est due à la non-synthèse d'un pigment de la peau et des poils, comme vous voyez ici sur la photo. Un sujet albinos, c'est celui qui ne peut synthétiser la mélanine, pigment brun de la peau et des poils. Comment se transmet cette maladie héréditaire? On va d'abord, bien sûr, passer à l'analyse d'un arbre généalogique. L'arbre généalogique séquente représente la transmission de l'albinisme chez une famille.
Et sachant que cette tare est due à une mutation d'un seul gène qui existe sous deux formes alléliques, une forme normale, l'autre mutée, on va essayer donc de répondre aux questions, bien sûr, pour déterminer le déterminisme génétique ou le mode de transmission. D'abord, précisez en justifiant votre réponse la relation de dominance entre les deux allèles. Deuxième question aussi, discutez la localisation chromosomique du gène qui contrôle l'albinisme. Et on va, dans ce cas, envisager toutes les hypothèses possibles, c'est-à-dire l'hypothèse de gène porté par un autosome, par un chromosome X ou par un chromosome Y. Une fois on a répondu à ces deux questions, on peut dans ce cas écrire les génotypes des individus de cet arbre généalogique. Bien, comment on va procéder pour répondre à ces questions? Si en génétique classique, en génétique bien sûr diploïde, l'exercice vous donne généralement le résultat. Et on vous demande de l'expliquer en le confrontant à des statistiques déjà connues. En génétique humaine, vous devez donner plus d'importance à l'observation pour éliminer les cas impossibles et tester ceux qui sont possibles afin d'atteindre la certitude. Donc, pour répondre à la première question et déterminer la relation de dominance, on va examiner cet arbre généalogique avec les générations. La première génération, le couple 1-1-1-2, c'est un couple sain. Et on a deux malades dans cet arbre généalogique. Le malade qui appartient à la deuxième génération, la fille de 3, et un autre qui appartient à la troisième génération, le garçon 3-3. La fille de 3, elle est malade. Donc on va bien sûr s'intéresser au premier couple. Deux parents sains qui ont donné une fille malade. La fille, elle est malade. D'où elle a hérité l'allèle de la maladie, cette fille? Donc, obligatoirement, bien sûr, de ses parents. Mais les parents, apparemment, ne présentent pas l'allèle. Donc, ils sont phénotypiquement sains, d'après ce que je vois sur l'arbre généalogique. Donc, l'allèle de l'anomalie, il existe chez les parents, mais il est où? Il est à l'état masqué, il n'apparaît pas. Dans ce cas, bien sûr, le sujet de 3, voilà comment on va résoudre cette question. Le sujet de 3 est atteint, il porte l'allèle de l'anomalie hérité au moins de l'un de ses parents, 1-1 et 1-2, qui sont phénotypiquement sains, donc, je peux conclure que les parents possèdent l'allèle responsable de la maladie qui est à l'état masqué. Cette observation importante va me permettre de déduire que l'anomalie est récessive. Cette anomalie est contrôlée par un allèle récessif. Donc l'allèle sain, c'est l'allèle qui domine, alors que l'allèle de la maladie est un allèle récessif. L'allèle récessif, donc, on va choisir un couple d'allèles pour les représenter. On choisit toujours, généralement, la lettre majuscule pour l'allèle dominant. On a choisi ici la lettre N, donc pour normal, M pour muté, sachant que N domine M. Donc, on a répondu à la première question. Reste maintenant à chercher la localisation de cet allèle. Cet allèle, où est localisé? Cet allèle est-il porté par le chromosome sexuel Y, par le chromosome sexuel X ou par un autosome? Et on va envisager les trois hypothèses. L'hypothèse 1, l'allèle de l'anomalie, elle est récessive, portée par le chromosome sexuel Y. Ici, je m'arrête un petit peu et je me rappelle le chromosome Y, chez qui on peut le trouver? Bien sûr, dans le karyotype masculin. Donc, une anomalie qui est portée par le chromosome Y, ou un allèle qui est porté par le chromosome Y, quelles sont ses caractéristiques, cette maladie ou cet allèle? Les caractéristiques d'une anomalie portée par le chromosome Y, première caractéristique, bien sûr, elle ne doit pas toucher les filles. Les filles ne possèdent pas dans leur karyotype le chromosome Y. Et par conséquent, les filles ne sont pas touchées par des anomalies, des éventuelles anomalies portées par le chromosome Y. Un père qui est malade donne des garçons toutes malades. Le garçon hérite de son père le chromosome Y. Donc, automatiquement, si une anomalie est portée par le chromosome Y, elle doit être transmise de père en fils. Un fils malade aussi, ou chaque garçon malade, est issu automatiquement d'un père malade. Un garçon malade, il a hérité Y de son père, et bien sûr, il sera automatiquement malade, le père dans ce cas. Donc, je reviens sur l'arbre. Je vous ai dit tout à l'heure que la résolution des exercices, vous devez donner toujours l'importance à l'observation. J'observe mon arbre généalogique et je trouve ici une fille qui est malade. Voilà la fille de 3. La fille de 3, elle est malade. Or, bien sûr, d'après le karyotype, nous savons très bien que la fille ne porte pas le chromosome Y dans son karyotype. Donc, le sujet de 3 est une fille atteinte dont le karyotype ne renferme pas le chromosome Y.
Et bien sûr, cette observation va me permettre de rejeter l'hypothèse d'un allèle porté par le chromosome X. Le chromosome Y. Deuxième hypothèse, l'anomalie, elle est récessive et portée par le chromosome sexuel X. Comme tout à l'heure, l'arbre est devant nous, donc on doit donner toujours l'importance à l'observation. Selon cette hypothèse, je vais écrire les génotypes possibles. Pour une anomalie récessive portée par X, quels seraient les génotypes possibles? Une fille malade, d'après cette hypothèse, quel serait son génotype? Je vous donne quelques secondes, réfléchissez un peu. Voilà, donc le génotype de la fille malade, il est XM. De même, un garçon malade, d'après cette hypothèse toujours, puisqu'il est malade. Donc le garçon possède le chromosome Y, mais aussi il va posséder le chromosome X qui porte l'allèle de l'anomalie. Une fille saine, une femme saine, elle est, bien sûr, elle peut être hétérozygote, elle porte l'allèle sain et l'allèle de l'anomalie. L'allèle de l'anomalie, il est récessif, donc il sera masqué. Elle est hétérozygote dans ce cas. Ou elle peut être aussi homozygote saine avec deux allèles normaux. Un homme sain ne peut être que X grand N Y. Un homme sain, donc il porte le chromosome X avec un allèle normal et le chromosome Y. Bien, je reviens en se basant sur ces génotypes que j'ai écrites, bien sûr, tout à l'heure. On va essayer donc d'essayer de tester, de voir, bien sûr, les individus que j'ai sur l'arbre généalogique, les malades que j'ai sur l'arbre généalogique. Est-ce que je peux appliquer ces génotypes sur ces malades? Quels sont les cas possibles et les cas impossibles? Et je commence par la fille de 3. La fille de 3, elle est malade. Selon les génotypes que j'ai écrites, elle est de génotype X. Elle serait de génotype XM. D'où est-ce qu'elle a hérité les allèles, cette fille? Les allèles de l'anomalie, bien sûr, de ses deux parents. Elle va hériter un allèle XM de sa mère saine. La mère saine qui serait de génotype, d'après ce que j'ai écrit, XM, ce qui est possible. Elle peut donner à sa fille l'allèle de l'anomalie, donc XM. Le deuxième allèle XM chez cette fille malade serait hérité obligatoirement de son père. Donc son père devrait être de génotype XMY. Donc automatiquement, le père doit être malade. Or, d'après l'arbre généalogique, le père, il est sain. Donc bien sûr ici, on peut conclure. La fille de 3 est malade. Elle est de génotype XM. Elle hérite l'allèle XM de son père 1, qui doit être de génotype XMY, donc malade. Ce qui n'est pas le cas, car le père, il est sain. Bien sûr, ici, cette observation va me permettre aussi de rejeter l'hypothèse d'une maladie portée par le chromosome X. Donc, qu'est-ce qui me reste comme hypothèse? Il me reste l'hypothèse 3, que l'allèle de l'anomalie, il est récessif, porté par un autosome. Je vais essayer de vérifier cette hypothèse par la suite. L'hypothèse 3, anomalie récessive portée par un autosome. Dans ce cas, bien sûr, j'ai deux malades dont le génotype ou l'écriture des génotypes dans le cas d'une anomalie récessive autosomale, il n'y a pas de différence entre le génotype d'une fille ou le génotype d'un garçon. Les deux individus malades, l'allèle, il est récessif, rappelez-vous. Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit quand on a défini un allèle récessif? On a dit que l'allèle récessif ne peut pas s'exprimer en présence de l'allèle dominant. Donc l'allèle récessif automatiquement ne s'exprime qu'à l'état homozygote. Donc les deux individus que j'ai dans l'arbre généalogique, automatiquement ont des allèles, bien sûr, ont un génotype qui s'écrit, l'individu de 3 et l'individu, bien sûr, 3, leur génotype s'écrit automatiquement M sur M. L'individu donc de 3 et l'individu 3, malades de génotype MM, auraient reçu l'allèle M de leurs parents sains, donc les deux parents sains, comme vous voyez, d'après l'arbre généalogique, qui doivent être hétérozygotes, NM, ce qui est possible. Donc, mon hypothèse de maladie récessive portée par un autosome se trouve vérifiée. Donc voilà, j'ai répondu maintenant à la première question. On a cherché la relation de dominance et on a maintenant déterminé la localisation du gène. Je dois conclure. Bien sûr, un exercice doit être à la fin terminé par une conclusion. L'allèle responsable de l'albinisme est récessif
porté par un autosome. Une fois on a déterminé, bien sûr, le mode de transmission de la maladie, on peut écrire dans ce cas les génotypes des individus. Voilà donc les génotypes des individus de l'arbre, de cet arbre généalogique. On vous demande d'écrire le génotype d'abord des individus 1-1, l'individu 1-1, donc qui est l'homme. Il est sain, donc obligatoirement il porte les deux allèles. Pourquoi obligatoirement? Parce qu'il a donné une fille malade. Donc il a transmis l'allèle de l'anomalie à sa fille. Deuxième individu qu'on va déterminer, bien sûr, le génotype dans cet arbre généalogique, c'est 1-2. La mère 1-2, la même chose, la mère 1-2 est hétérozygote de génotype NM. Donc elle porte l'allèle normal, mais elle porte aussi l'allèle de l'anomalie qu'elle a transmis donc à sa fille. Troisième individu, l'individu de 3, la fille malade, elle est homozygote de génotype MM. L'individu 4, de 4, l'individu 4 est un garçon. Regardez bien, cet individu de 4, c'est un garçon. Ses parents sont sains. Je n'ai pas de descendant pour ce garçon, donc je ne peux pas trancher si son génotype est homozygote sain ou hétérozygote. Ses deux parents sont sains. Je n'ai pas de descendance, donc j'écris le génotype. Il est MN ou il peut être, le génotype, il peut être N sur M. Donc il peut être hétérozygote ou homozygote. 2-6, l'individu 2-6. L'individu 2-6 est un homme, dans le couple 6-7, comme vous voyez sur l'arbre. Il a donné un garçon malade, c'est le garçon 3-3. Donc l'individu 2-6 est obligatoirement de génotype NM. Donc avec, bien sûr, l'écriture de génotype, on a terminé notre première activité. On va passer maintenant à un autre exemple, avec un autre arbre généalogique et un autre, bien sûr, pédigré, une autre anomalie. Le pédigré suivant indique la répartition d'une anomalie génique dans une famille tunisienne. Donc, regardez bien cet arbre généalogique. L'arbre généalogique est formé de 4 générations. Première génération, pardon, je reviens ici. La première génération, donc les parents. La deuxième génération, elle est formée de 4 individus. La troisième génération, dans la quatrième génération, j'ai un fœtus. Un fœtus, donc, on va essayer donc de voir par la suite ce fœtus, comment va être. On vous pose ici une question. Montrez, à partir de l'analyse du pédigré, que l'allèle de l'anomalie peut être dominant, l'allèle de l'anomalie peut être récessif. Ici, je m'arrête un petit peu pour dire comment l'allèle de l'anomalie, pour une même maladie, peut être dominant comme il peut être récessif. Bon, sur cette question, je vous laisse et la prochaine fois, je vous donnerai la réponse.